Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de nous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Déjà, comment vas-tu ? Bonjour Clémence, ça va très bien, merci et toi ? Très bien, écoute, on sent que l'événementiel reprend à fond des ballons. C'est vrai, ça change d'il y a quelques mois. C'est ça. Donc très très bien, je suis de très bonne humeur. Moi aussi. Super. Donc toi, tu es content manager chez Canva. C'est ce qui m'a d'ailleurs attirée pour te contacter. Et avant d'arriver à ce poste-là, est-ce que tu nous expliques un petit peu ton parcours, tes études, pour qu'on comprenne d'où tu viens ? Bien sûr. Alors moi, je suis passionnée par le fait d'écrire, la rédaction, la création, l'imagination depuis toujours. Du coup, après le bac, j'ai naturellement choisi des études en communication pour essayer d'avoir toujours ce mixte entre ces deux compétences que j'adore. Ça m'a mené donc à faire un bachelor responsable de communication sur la stratégie de communication des marques. Okay. Suite à ça, je me suis spécialisée dans un master en conception-rédaction où j'ai fait une alternance en tant que conceptrice-rédactrice dans une agence. Retour aux amours de l'écriture. Voilà, exactement. Et c'est comme ça justement que j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'écriture un métier au cœur des entreprises. Et c'est en finalisant mes études et en cherchant du travail que j'ai découvert du coup qu'on pouvait faire le métier de content manager. Okay. Et c'est comme ça que depuis 1 an, je suis content manager très épanouie chez Canva. Super. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu peux nous présenter Canva parce que vous êtes une jeune marque ? Tout à fait. Alors Canva, c'est un réseau de lieux événementiels qui se trouve aux 4 coins de la France. On a des lieux à Lyon, Paris, Méribel et Saint-Tropez. Donc il y a de la ville, de la mer, de la montagne. D'où notre baseline, qui est rendez-vous ailleurs. Voilà, le but c'est de donner rendez-vous aux entreprises dans des destinations qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a 2 types de lieux. On va avoir notre centre d'affaires à Lyon, qui est exclusivement des bureaux, des salles de réunion, avec un côté un petit peu atypique parce qu'on n'a pas seulement des salles de réunion. On va avoir des petits salons qui sont très cosy, qui font qu'on va se sentir un petit peu comme à la maison. On a des terrasses sur différents étages, on a un jardin, on a un rooftop sur lequel on a une vue sur Lyon où on peut jouer à la pétanque. Ok. Donc voilà, le but c'est de pouvoir organiser dans ces lieux réunions, séminaires, after work, formation. Ok. Et à côté, on a nos lieux collections qui sont donc à Méribel, Saint-Tropez et Paris. Où là, on va avoir un appartement, une villa, un chalet. Et ça va se distinguer de Lyon parce que là, c'est des véritables lieux de vie où nos clients peuvent rester dormir une nuit, plusieurs semaines. Ok, très bien. C'est très clair. Du coup, je rentre dans la brèche tout de suite. Parce que comme tu es content manager, j'aimerais bien qu'on puisse te situer parce que c'est un métier qui est très méconnu sur notre secteur. Est-ce que tu peux nous expliquer chez Canva comment vous êtes un petit peu structuré entre le service vraiment vente, sales et le service marketing ?
Comment Oui. ça marche chez vous? Alors nous, déjà, on est une petite équipe de 7 personnes. On Ok. est chacun Au, spécialisé. au niveau du siège, quand tu dis on est 7 personnes, c'est au niveau du siège? Oui. Et Ok. puis après, on a aussi on va avoir des majordomes dans les lieux. C'est vrai Oui. qu'on travaille pas avec eux au quotidien. Ouais. Donc on est 9 en tout, mais on est 7 au niveau du siège, Ok. où on est chacun spécialisé dans notre domaine, dans notre pôle de compétences. D'accord. Donc on n'a pas un service vente marketing à proprement parler. D'accord. On va avoir le service commercialisation, où il y a notre binôme Marie et Julien qui, eux, vont être les premiers à rentrer en contact avec les clients, à démarcher, prospecter, créer l'événement en accompagnant le client. Donc, Et ils font aussi bien du démarchage que de la réception de demandes entrantes qu'ils vont voilà, gérer. Ok, voilà, c'est ça. Eux, très c'est clair. vraiment leur premier rôle, c'est d'être en contact avec nos futurs clients. D'accord. Et à côté de ça, moi, je suis au service seule, au service communication. Donc communication, contenu. Et moi, je vais m'occuper de toute la création de contenu de notre marque. Ok. Ça englobe tous les supports de communication qu'on va produire. Ça passe par tout ce qui va être aussi bien print que digital. Ouais. Donc, c'est-à-dire aussi bien les supports qui sont imprimés que ceux qui sont sur Internet. Ouais. Et tous ces supports-là passent par moi en collaboration avec mes collègues. Mais tout ce qui sort de manière écrite et visuelle passe par le petit service communication. D'accord. Et du coup, tu vas aussi gérer tout ce qui est réseaux sociaux? Oui, bien sûr. D'accord. Donc vraiment, tu parlais des supports, mais il y a aussi toute la diffusion ensuite de ces supports. Voilà. Oui, Ok. je les conçois, je les rédige, je les diffuse. Top. Super. Je reviens un petit peu sur Canva. Tu parlais donc du Business Center de Lyon, tu parlais des autres lieux. Vous êtes très axé entreprise. Est-ce que vous accueillez aussi des particuliers ou vous êtes dédié uniquement aux entreprises et professionnels? À Lyon, pour le moment, c'est uniquement dédié aux entreprises parce que c'est vraiment des Adapté. bureaux. Mhm. Et on n'a pas eu encore d'autres demandes dans ce sens-là. Mais effectivement, nos lieux collection, qui sont des maisons, en fait, peuvent aussi Oui. accueillir une cible de particuliers. D'accord. Donc, tu as un spectre assez large au niveau de ta communication sur le groupe. Voilà. Mais pour l'instant, on axe moins notre communication sur les particuliers. C'est plus dédié aux entreprises actuellement. Mais ça n'empêche pas que des particuliers rentrent en contact avec nous parce que voilà, on nous trouve quand même sur Internet. Ok. Donc toi, tu es un petit peu, par le fait que tu vas concevoir tous ces supports de communication, tu es un peu la gardienne de la marque Canva, c'est toi qui l'as fait vivre. Oui, on peut dire ça. Et c'était une notion sur laquelle je voulais qu'on appuie parce que la marque, c'est un petit peu flou dans notre secteur, que toi tu découvres encore. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que on est dans un milieu où on accentue énormément l'ensemble de la stratégie autour du lieu, parce que souvent on a des lieux atypiques avec, on va dire, certains prestiges architectural, extérieur, intérieur. Tu parlais des jardins, des rooftops. Il y a des éléments comme ça qui peuvent suffire ou pouvaient suffire à eux-mêmes pour vendre. Mm-hmm. C'est de moins en moins vrai parce que il y a de plus en plus de belles marques qui se développent et qui sont très compétitifs en termes de proposition de valeur. Et donc la marque devient on va dire un outil de différenciation Oui. assez important. Donc vous avez vraiment mis beaucoup d'attention sur votre marque, sur Canva. Elle ressort beaucoup d'ailleurs. Hein, moi qui suis beaucoup le secteur, je vous ai vu ressortir plusieurs fois. Très bonne nouvelle. Pourquoi ce nom? Pourquoi Canva? Ça veut dire quoi? Alors, ça part d'un long travail de réflexion. Ouais. Il y a 2 raisons qui vont vraiment ressortir. La première raison, c'est que déjà, avant de réfléchir au nom de la marque, c'est le concept de la marque elle-même qui nous a inspiré ça. Donc, je t'explique. Ok. En fait, ça nous a fait penser à un canevas, comme dans le tissu, où tu vas relier des fils entre eux jusqu'à créer un réseau de fils et une toile. Ok. Et nous, en imaginant notre concept qui était de
tisser des liens entre des personnes et des destinations. Ça nous a naturellement fait penser, voilà, à ce lien qu'on peut créer entre différentes personnes, différents lieux qui sont pas forcément attendus. Donc voilà, on a déjà ce premier concept de vraiment créer du lien et de l'émotion en rejoignant des lieux, des lieux et des personnes. Oui, des lieux et des personnes, oui. Et la deuxième raison, alors là, c'est plus dans le nom de la marque, vraiment. Donc, je rappelle que ça s'écrit KNVA et non pas comme un canevas dans le tissu, justement. Oui. Il y a une grosse importance qui a été portée au choix de la lettre K, qui fait référence à la maison sous différentes formes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le K phonétique de la casa, qui voulait dire anciennement maison en latin, et qui est d'ailleurs utilisé par les Italiens aujourd'hui, la casa pour parler de la maison. Je pense les Espagnols et les Portugais aussi. Enfin, également. C'est même rentré dans notre langage un peu familier en France aussi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a ce premier gros rapport à la maison. On retrouve aussi le K dans Ker, K-E-R, qui veut dire maison en breton. Ouais. Et toujours dans le côté phonétique, il y a la K d'Oro, qui est un grand palais assez luxueux à Venise. Donc voilà, encore une référence un petit peu au luxe et au fait d'accueillir dans des beaux endroits des personnes. Et c'est ça. Et puis enfin, pour compléter notre identité, il y a le K phonétique de care ou de caring en anglais qui veut dire prendre soin. Donc voilà, dans ces quelques lettres, on a regroupé le rapport à la maison qui est très fort parce qu'on a envie que les gens se sentent comme chez eux lorsqu'ils viennent dans notre lieu et dans nos lieux, et le fait de créer des liens entre les gens. C'est comme ça qu'on en est arrivé à ces 4 lettres et le choix des 4 lettres pour être dynamique, que ça interpelle, que ce soit facile à dire, puis que ça se démarque un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans l'événementiel. Ok. Et du coup, une fois que vous aviez ce concept, comment est-ce que concrètement vous avez construit votre image de marque ? Parce que ça peut être complètement, quand on ne l'a jamais fait, c'est très abstrait comme concept. C'est vrai. Donc vous, ça s'est passé comment ? Est-ce que tu te souviens ? Alors, j'étais pas là au tout début de la création de la marque, mais j'ai quand même eu un très grand aperçu puisqu'ensuite je lui ai donné vie. Ouais. Mais déjà, on a été accompagnés par une agence qui nous a aidés à travailler toute l'identité, à vraiment comprendre ce qu'on avait envie de retranscrire dans notre marque, quelles étaient nos valeurs. Quand on pense à notre marque, à quoi est-ce que les gens vont penser en premier ? Enfin voilà, comment nous identifier ? Donc il y a eu un premier gros travail de brainstorming pour répondre à toutes ces questions. Quelles sont nos valeurs ? Quel est notre projet ? Comment est-ce qu'on va se démarquer ? Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on parle positivement de nous ? De ce travail, ça a fait comme un entonnoir. Au fur et à mesure, il y a des idées qui sont démarquées. Il y a aussi eu un gros benchmark à voir ce que faisaient nos concurrents. Le marché, pas que nos concurrents, même tous les acteurs de l'événementiel. Puis de là, il y a eu c'est un gros travail stratégique et de réflexion pour vraiment essayer d'éliminer ce qu'on ne veut pas garder et d'affiner au contraire ce qui nous ressemble de plus en plus. Donc c'est l'exploration de plusieurs pistes, plusieurs univers, on teste des noms, on teste des couleurs, on teste des slogans, jusqu'à ce que ça s'affine au fur et à mesure à quelque chose qui nous ressemble vraiment. Ok. Et de tout ce travail de réflexion, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, on veut être soutenu mais convivial, on veut, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, Non, t'as raison. Est-ce que vous avez fait aussi ce travail Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est très important de savoir comment est-ce qu'on va s'adresser au public qui va nous lire. La première impression qu'on va donner juste à travers quelques lignes pour tout de suite cibler notre positionnement. Donc oui, bien sûr, nous, on a voulu avoir un langage... On sait ce qu'on n'a pas voulu déjà. On n'a pas voulu être trop friendly, être dans le tutoiement, mais on a quand même voulu créer du lien avec les personnes en leur parlant vraiment comme si il y avait une relation de confiance parce qu'on les invite dans nos lieux, on a envie qu'ils s'y sentent bien, et tout à la fois en gardant une certaine distance. Donc oui, on s'est dit qu'on allait avoir un langage plutôt soutenu pour que ça fasse tout de même très haut de gamme, parce que c'est
la ligne directrice de notre marque. Voilà. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait un langage haut de gamme qui s'adresse quand même directement aux personnes pour que tout de suite elles comprennent ce qu'on a envie de leur transmettre. On a envie de parler d'expérience, on n'a pas envie de parler de manière trop commerciale, en rentrant trop dans le descriptif de nos lieux, de détails qui vont un peu nous perdre. On veut voir vraiment qu'à travers nos mots, on comprenne l'expérience qu'on a envie de faire vivre à nos clients. Ok. Un peu sur les codes de l'hôtellerie. Oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça, comme nos trois lieux principaux que je te citais à Méribel, Paris et Saint-Tropez accueillent des gens et qu'il y a tout un service avec un majordome, que les clients peuvent avoir tous les services qu'ils souhaitent. Oui, on se réfère un peu à l'hôtellerie, effectivement. Tout à fait. Donc, vous avez une marque, vous avez une identité de marque, et alors maintenant, comment on lui fait prendre vie? Et en fait, tu vas nous répondre, et puis moi je compléterai éventuellement si je pense qu'il faut traduire pour nos auditeurs. Mais comment toi tu donnes vie à Canva au quotidien? Alors, pour ça, il y a beaucoup de supports de communication que je vais utiliser. Pour reprendre un petit peu l'historique, le premier gros support de communication sur lequel j'ai travaillé, ça a été notre site internet. Parce que c'est la première vitrine de la marque. Quand on nous cherche, quand les clients nous cherchent, ils ont envie de trouver notre site internet pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'ils peuvent réserver, quand, comment, combien. Donc voilà, ça a été la première porte d'entrée, de vraiment créer tout ce site internet avec toutes nos salles, tous les événements qu'on peut faire, tous nos lieux. Bon, ça a été un travail sur le long terme, mais effectivement qui a été sur une période assez définie. Mais malgré ça, il y a quand même des évolutions dans le temps, ne serait-ce qu'avec les mesures Covid. On doit régulièrement mettre à jour, on a dû, normalement c'est fini, régulièrement mettre à jour notre site pour informer nos clients de leur venue, s'ils allaient devoir porter le masque, présenter le pass. Donc ça, c'est vraiment la communication en direct avec les clients qui vont venir chez nous. Ensuite, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Ça va être l'outil que j'anime le plus au quotidien, parce que c'est l'outil dans lequel on peut se permettre de communiquer le plus. Avec le contenu qu'il y a en ce moment sur tous les réseaux, on peut se permettre d'avoir un rythme assez régulier. Et comme ça. C'est quoi tes réseaux sociaux de prédilection par rapport à votre activité? Alors, on utilise 3 réseaux. On utilise LinkedIn, Instagram et Facebook. Ok. Celui qui va le plus marcher, c'est LinkedIn, parce qu'on s'adresse directement à notre cible, comme c'est un réseau, dédié aux professionnels. Ensuite, on a Instagram qui se développe aussi, mais qui prend un petit peu plus de temps, parce que sur Instagram, on vise une cible un petit peu plus large. On s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, comme aux personnes qui cherchent juste de l'inspiration sur des beaux lieux, sur de la belle décoration. Et on a également Facebook, mais là qui, comme beaucoup de nouvelles entreprises, ne prend pas vraiment, mais qui nous sert plus de site vitrine, parce que pareil, quand on cherche une marque, généralement, si elle est sur Facebook, c'est bon signe, c'est qu'elle existe. Ouais. Et puis sur le référencement, c'est vrai que quand on cherche la marque dans Google, souvent la page Facebook arrive dans les premières. Après le site, alors qu'elle est, même si elle est peu suivie. C'est vrai, mais c'était un choix de la garder, parce que je trouve que c'est une habitude qu'on a d'aller chercher sur Facebook des informations sur une marque. Oui, puis il y a de la praticité aussi. Alors c'est pas de sujet tout de suite, mais pour ceux, on pourra faire d'autres épisodes sur ces sujets-là pour ceux qui sont intéressés. Mais quand on commence à avoir une stratégie de contenu régulier, généralement on fait des planifications de posts. Et comme tout est relié entre Facebook, Instagram, c'est vrai que le fait d'avoir les deux, ça aide aussi de pouvoir s'organiser, parce que derrière, sinon, il y a des automatismes qu'on peut pas faire, mais c'est un peu plus technique. C'est vrai. Donc le site web, le site web, j'avais une question. Donc il y a eu toute cette partie évidemment des lieux en eux-mêmes, de les expliquer, de les décrire et de faire passer, juste comme tu le disais plus tôt, vous étiez très pointilleux sur le fait de communiquer sur l'expérience qu'on va pouvoir vivre dans les lieux Canva. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres parties du site
sur lequel vous avez voulu mettre beaucoup de temps et d'énergie? Est-ce qu'il y avait d'autres points qui étaient très importants pour vous pour donner du volume à la marque au-delà des lieux? Oui, bien sûr, parce que les lieux, c'est arrivé en dernier, on va dire, parce que dans le processus de création d'un site, on imagine d'abord la structure du site, les maquettes, à quoi il va ressembler. Et ça nous a pris énormément de temps parce qu'on voulait vraiment avoir un site sur mesure qui puisse faciliter l'expérience des visiteurs qui vont se connecter sur le site et vraiment pouvoir naviguer simplement, en ayant accès aux informations qu'ils souhaitent très vite, en pouvant switcher de lieu en lieu, de salle en salle. Donc ça a été, oui, en effet, un gros travail de réflexion d'arriver à la structure du site comme il est aujourd'hui, avec ses blocs de texte comme ci, ses blocs de photos comme ça. Donc ça, effectivement, ça a été un gros travail et a suivi un gros travail de référencement, d'optimisation des mots-clés, c'est-à-dire travailler une stratégie pour être bien référencé sur Google lorsqu'on va chercher un lieu événementiel. Le but, c'est qu'on arrive à être dans les premières positions de résultats de Google quand on va taper louer une salle de réunion à Lyon, réserver un séminaire à Méribel. Donc tout ça, c'est une stratégie qu'on fait avant d'écrire sur le site internet, avant de le publier. Donc avant de rédiger l'ensemble des textes, on doit déjà savoir sur quels mots-clés on veut être performant. Exactement. Oui, c'est un travail. Si on souhaite être bien positionné sur Google et être visible, on est obligé de passer par là. Sinon, on va se perdre dans les méandres de tous les résultats de recherche qu'il peut y avoir. C'est tout à fait vrai. Et donc il y a eu ce premier travail de, on va dire, créer un site avec un parcours client comme vous l'aviez imaginé, le référencement, et après au niveau justement de ce parcours des catégories en elles-mêmes. Donc évidemment vous parlez de vos lieux, mais est-ce que, je sais pas moi, vous parlez de vos partenaires qui vous fournissent le pain, n'importe quoi, l'eau. Enfin, est-ce qu'il y a des choses en dehors un peu des sentiers battus pour répondre à ce côté on se sent comme à la maison, bon, même si c'est une très très belle maison, mais on se sent comme à la maison, ou pour souligner le côté un peu lifestyle, les codes qu'on retrouve dans l'hôtellerie avec certains points. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des catégories en particulier où vous vous êtes dit, ça serait quand même vachement sympa, en plus des lieux et de la réservation, j'imagine, en ligne, et de la présentation du concept dans sa globalité, est-ce qu'il y a eu des choses un peu différenciantes, ou pas nécessairement, parce que il n'y avait pas besoin d'aller sur des choses trop originales? Alors, sur Lyon, on a créé une partie supplémentaire. On n'a pas listé à proprement parler nos prestataires pour le moment. Oui, non, c'était vraiment une idée dans le vague. Oui, bien sûr. Mon propos. Mais je rebondis, ça m'a fait rebondir là-dessus. On va proposer des différentes formules aux clients pour agrémenter leurs événements. Donc, on va leur proposer des formules. On a 3 formules. On a la formule gastronomique qui fait venir, par exemple, un chef étoilé pour faire un cours de cuisine en direct, concocter des plats, voilà, tout ce qui est autour de l'art culinaire. On a une formule œnologique pour faire venir un vigneron de la région ou pas, pareil, pour faire de la dégustation, de l'initiation à l'œnologie. Et on a une formule encas vitaminé pour le matin avec un cours de yoga, de tai chi sur les terrasses, un petit déjeuner qui va avec. Et ensuite, on veut vraiment que les clients puissent créer leur événement sur mesure. Donc tout ça, ça va se construire avec eux directement. C'est pour ça qu'on liste pas exhaustivement tout ce qu'il est possible de faire, parce que c'est quelque chose qu'on va voir en direct avec eux. Et ensuite, non, c'est vrai qu'on est resté assez concentré sur les lieux, les espaces, les types d'événements. Mais après, on essaye quand même d'apporter notre différenciation dans la façon d'écrire, et de pas simplement décrire les lieux en disant que c'est tant de mètres carrés, qu'il y a tant de mobilier, que c'est de telle couleur, mais plus expliquer l'expérience qu'on va avoir dans cette salle en réservant tel événement. Aider les clients à se projeter et à créer déjà une histoire dans leur tête en lisant.
C'est ça. On veut les embarquer avec nous dans l'aventure, donc on essaye. Et c'est pour ça que sur Lyon, vous poussez encore l'expérience comme on peut retrouver sur des sites où on va booker de l'expérience. Je sais pas moi, tous les Airbnb expériences ou des choses comme ça. Donc l'idée, ça va être aussi de dire, on vous offre un lieu, mais on vous offre aussi des moments de vie à l'intérieur. C'est ça. Vous restez dans votre ligne directrice. Ok. Oui, puis ça se reflète très bien sur nos autres lieux collections qui, eux, font vivre une expérience en elles-mêmes par leur originalité. Par exemple, notre chalet à Méribel, il fait plus de 600 mètres carrés et on a de la place. Voilà, on a de la place. On se bouscule pas. Voilà. Et par exemple, on a un espace qui est dédié entièrement au bien-être, avec une salle de cinéma, une salle de massage, une piscine, un jacuzzi extérieur, une salle de hammam. Donc, être dans le lieu en tant que tel, c'est déjà une expérience parce que ça nous fait vraiment sortir de notre cocon habituel et découvrir autre chose. Super. Je reviens sur les réseaux sociaux. J'ai plein de questions. Je t'en prie. Sur les réseaux sociaux, par rapport à ton image de marque, est-ce que pour toi, il y a des choses qui sont interdites? Je vais te donner un exemple, mais je sais ce que tu vas me répondre, mais je veux qu'on en parle parce que je sais que on fait pas toujours attention à ça, parce qu'on sait pas. C'est pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on sait pas. D'accord. Est-ce que, par exemple, il t'arrive d'utiliser de changer d'écriture, de partir sur des couleurs qui ne sont pas normalement référencées dans ta charte graphique? Voilà. Est-ce que pour toi, il y a des règles d'or en termes de visuel sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es intransigeant? Pas de bêtises. Évidemment. C'est pour ça qu'on a une charte graphique, comme tu viens de le mentionner. Notre charte graphique, elle est assez minimaliste, un petit peu comme l'image de notre marque. On n'a pas trop envie de fioritures, de partir dans tous les sens. Le but d'une charte graphique, c'est vraiment d'être identifiable, au premier coup d'œil. Ouais. Donc, je te coupe, Charlotte, juste pour traduire ça. Ça veut dire que quand le client voit un visuel qui est fait par vous, chers auditeurs, ça veut dire que le client va tout de suite comprendre que c'est vous, sans forcément avoir besoin de vérifier qui a publié ça, etc. Ça va vraiment il va y avoir des marqueurs très clairs que c'est vous. Alors un logo, généralement, c'est un marqueur très clair, mais il y a d'autres choses, et c'est pour ça qu'on a une charte graphique, comme expliquait Charlotte, dans lequel on va avoir nos couleurs. Généralement, on en a entre 3 et 6. On va avoir les écritures qu'on utilise, toujours les mêmes. L'écriture, le nom de l'écriture de la marque qu'on peut réutiliser pour les titres. Et puis, on a généralement une écriture pour les sous-titres et une écriture pour les textes. Voilà. On a vraiment un petit sommaire, parce que tout le monde n'a pas vu une charte graphique dans sa vie, donc j'explique un peu, mais on va avoir un petit sommaire de qu'est-ce qui représente visuellement notre marque, avec vraiment en détail les couleurs, le logo. Est-ce que le logo, je peux le mettre sur fond jaune ou sur fond blanc, sur fond bleu ou sur fond rouge, parce ça a aussi joué sur l'identité de marque et le fait que vous êtes tout de suite reconnaissable, le nom des écritures exactes, etc., etc. Enfin, généralement, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses, mais on va dire que c'est les 3 gros points. Donc, je te laisse continuer. Donc, tu parlais de cette fameuse charte graphique que vous allez utiliser pour être identifiable. Voilà, et tu as très bien résumé le concept. Oui, merci. On a un bon duo. C'est ça. Notre copilote. Mais c'est vrai que je vais pas beaucoup plus rentrer dans les détails. Nous, on va se tenir à respecter nos couleurs, notre typographie, parce que on est encore assez nouveau. Donc si on commence à changer de couleur, à complètement changer d'identité, on risque juste de complètement perdre l'attention des personnes qui nous intéressent. Donc oui, j'essaye quand même de diversifier les supports que je publie.
Mais généralement, dès qu'il va y avoir de la couleur, on utilise à 90% notre bleu, parce que c'est celui qu'on va trouver partout sur notre logo, sur notre site internet. Mais on n'est pas totalement limité à ça. Au niveau des polices, bon, on a notre police, notre typographie principale, mais parfois on va en essayer un petit peu des différentes parce qu'on veut pas non plus se limiter à un cadre extrêmement strict. On essaye de faire un petit peu évoluer notre charte sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on est un peu plus libre. Il y a beaucoup de contenu, on peut se renouveler plus facilement. Mais on a quand même, voilà, c'est ce petit guide, comme tu disais, à suivre pour rester dans notre identité. Donc toi, tu dirais, si par exemple tu devais conseiller une autre marque du secteur événementiel, tu leur dirais, pour commencer, suivez bien votre charte graphique ou pas forcément pour les réseaux sociaux, ça dépend. Il n'y a pas forcément de règles. Je pense que au début, c'est vraiment important de la suivre parce que c'est dur de se faire une place sur les réseaux sociaux. Okay. Il y a tellement d'utilisateurs dans tous les domaines, le contenu défile tellement vite, il est très éphémère. Et je pense que pour imprégner l'esprit de ceux qui vont être sur les réseaux sociaux, ça marche forcément si chaque jour on voit ce même bleu qui se répète, ce même logo qui revient, ça interpelle. Et si on veut pas se perdre, voilà, dans tout ce fil d'actualité constant, mieux vaut être assez structuré, renvoyer la même image pour qu'on puisse être identifiable. Super, très clair. En termes de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'alors ça, Charlotte, le nombre de fois où on me dit « on sait pas quoi raconter ». Eh oui. Est-ce que pour toi, il y a des thématiques, parce que après c'est ta stratégie à toi aussi de trouver vraiment dans chaque thématique le petit sujet qui va briller. Mais en termes de thématiques, est-ce que pour toi il y a des sujets faciles que tu peux peut-être conseiller à ceux qui sont plus novices sur ces sujets-là? Je donne un exemple. La thématique, je vais reprendre un, comme ça je spoil pas. J'en ai déjà parlé. On peut parler de ses partenaires. Tout à fait. Généralement, on en a plein dans l'événementiel, on embrasse. Oui. Donc, ça permet de faire des portraits. Est-ce que pour toi, il y a d'autres thématiques comme ça où on peut y aller facilement? C'est des sujets, voilà, c'est des thématiques dans lesquelles on va trouver des sujets facilement. Oui, bien sûr. Comme tu disais, moi, je travaille avec un calendrier pour savoir quand est-ce que je poste, quel jour, quelle catégorie, pour justement ne pas arriver chaque jour en me demandant de quoi parler. Je prévois ça à l'avance et je me suis fait une petite liste de rubriques, de posts. Donc, dans le milieu de l'événementiel, nous, ce qu'on va mettre en avant principalement, c'est nos différents espaces. Parce que là, généralement, il y a de quoi dire si chaque jour, on parle d'un nouvel espace, d'une nouvelle destination. Donc là, ça va être le contenu quand même un petit peu plus commercial pour renvoyer sur notre site et inciter les gens à nous contacter. Donc aussi bien sur le lieu et son mobilier, comment il est structuré, équipé, que sur l'environnement du lieu, parce que tu disais la destination. Là, tu vas mettre en avant la ville de Lyon pour le centre business de Lyon. Ouais, même peut-être même plus centré, tu vas peut-être mettre en avant le quartier dans lequel est le business center Canva de Lyon. C'est ça. Oui, voilà. En fait, d'un seul espace, c'est possible de parler de beaucoup de choses. Si nous, on veut mettre en avant notre espace à Canva, on va pouvoir parler de chaque salle, de la salle en elle-même, des événements qu'il est possible de réaliser dans cette salle et effectivement de la ville. Pourquoi organiser une réunion à Lyon? De l'environnement, voilà, comme tu dis, ou plus du quartier. Voilà, nous, on est dans le 6e arrondissement de Lyon. On est quand même au cœur des affaires. C'est facile d'accès. Enfin, il y a déjà toute cette partie de vraiment parler du service qu'on vend, qui est un premier axe quand même de communication assez important pour expliquer notre identité et ce qu'on peut apporter. C'est ça. Le client. Exactement. Okay. Et puis donc voilà, il y a beaucoup ça dans un premier temps, espace, événements, destination. Maintenant que les événements ont très bien repris, communiquer là-dessus, dire ce qui s'est passé chez nous pour montrer qu'il y a de la vie, que ça marche, que ça plaît et que rassurer. Oui, voilà.
Ça a été un des nouveaux aspects de la communication des lieux événementiels depuis la crise, c'est rassurer. Exactement. Donc, en effet, de dire que ça bouge, voilà. que d'autres viennent, généralement, ça rassure les autres. C'est ça, tout le concept de se retrouver. C'est vrai qu'en ce moment, c'est important de le mettre en avant. Donc voilà, c'est une des autres rubriques, c'est se tenir au courant de l'actualité pour pouvoir rebondir dessus. Parce que là, il y a tout ce côté quand même de l'émotion, du lien qui revient. Recréer vos événements, retrouvez-vous avec vos équipes, renouer du lien à nouveau. Donc là, on a pu rebondir sur toutes les actualités positives qu'il y a eu, la fin des masques dans les événements, la fin des jauges. Donc ça, évidemment, c'est des idées de poste parce que on prévient les autres de ce qui se passe et en plus, c'est du positif. Et ensuite, on va avoir une partie un petit peu plus corporate, donc où on va, c'est-à-dire un petit peu plus parler de la vie d'entreprise. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa de faire, c'était de mettre en avant chaque membre de notre équipe en faisant un portrait pris dans une de nos salles pour mettre à la fois notre lieu et notre équipe en avant et vraiment pousser l'humain. On vend pas seulement des lieux, en fait, pour que les lieux soient là, il y a aussi des personnes derrière qui font vivre Canva, qui ont envie de rencontrer les clients. Enfin, l'essence même de Canva, c'est quand même de créer des événements avec des clients pour qu'ils se sentent bien chez nous. Et du coup, on a envie de montrer que nous, on est là pour faire ça et puis un petit peu expliquer chacun notre pôle de compétences, ce qu'on apporte à Canva. Donc, tu as toute cette partie, je trouve, vie d'équipe qui est très importante à mettre en avant parce que ça rassure de mettre un visage, les gens identifient l'équipe. Donc ça, je trouve que c'est très sympa pour n'importe quelle marque de mettre ses collaborateurs en avant. Tout à fait, parce que c'est ce que je dis souvent à nos lieux partenaires, c'est un élément de différenciation qu'on ne pourra jamais vous enlever. C'est vrai. Et donc du coup, et c'est aussi ce à quoi s'attachent les clients, parce qu'ils vont aimer le lieu, mais ils vont s'attacher au lieu grâce aux équipes. Parce que exactement. Très mauvais service dans un très beau lieu, on ne revient tout de même pas. C'est ça. Et puis voilà, c'est vrai que poser des visages, c'est un côté réconfortant aussi parce que c'est le premier lien qu'on a lorsqu'on rencontre quelqu'un. Donc là, je trouve que c'est vraiment une idée sympa de communiquer là-dessus sur n'importe quel réseau, que ce soit aussi bien sur LinkedIn qu'Instagram. Oui, là, je pense que toutes les thématiques que tu as citées sont adaptées aux 3 réseaux que tu utilises. Donc, c'est vrai. Mais nous, on va quand même, je différencie quand même un peu plus ma communication sur LinkedIn qu'Instagram. LinkedIn, on va vraiment s'adresser à une cible professionnelle, pousser nos lieux à la réservation, renvoyer notre communauté sur notre site internet, s'adresser à eux directement. Sur Instagram, je vais avoir ce côté un petit peu plus inspirationnel, lifestyle, où je me dis qu'en fait, en tant qu'utilisatrice moi-même d'Instagram, je vais m'abonner à toutes sortes de marques que je ne consomme pas forcément parce que ça m'inspire des choses, parce que c'est beau, parce que ça me donne des idées. Et j'avais envie que notre Instagram, ce soit ça aussi, que ce soit un petit peu source d'inspiration, qu'on s'arrête dessus parce qu'il y a des belles photos, du beau mobilier, des belles destinations. On va pas avoir ce côté commercial de dire si vous voulez réserver un séminaire pour 20 personnes, venez sur notre site. On va plus vraiment, j'ai plus être dans un storytelling, raconter une histoire, voilà, essayer un peu de sortir de l'ordinaire. Voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi une question qui est souvent posée avec les lieux qui disent, en fait, on sait parce que quand on suit des influenceurs, on va dire qui sont des experts des réseaux sociaux, on sait que normalement, on doit essayer de différencier la communication en fonction de la plateforme, parce que normalement, on n'y trouve pas les mêmes cibles. Et donc, c'est intéressant d'avoir un vrai retour concret de quelqu'un qui le fait, en disant, voilà mon parti pris à moi. Donc, merci, très intéressant de savoir quel regard tu avais sur ça. Est-ce que tu as d'autres... après le site web et les réseaux sociaux, sur quoi tu vas te concentrer ?
Si on reste sur la partie digitale, donc tout ce qui est sur Internet, il y a les emailing aussi. Oui. Donc l'envoi d'email à une grosse base de données de prospects. Où là, le but, ça va être de cibler directement des personnes qui vont être, qui vont, mince, je perds mes mots, qui vont avoir cette décision d'achat, d'organiser un événement. Donc, on va s'adresser au service des ressources humaines, au service communication des entreprises. Enfin, voilà, tous ceux qui peuvent être en relation avec nous pour organiser des événements pour leur propre entreprise. Donc, nous, on essaye d'avoir des campagnes d'emailing assez régulières pour communiquer sur des thèmes différents parce que grâce à nos quatre destinations, les différents événements qu'on organise, on a beaucoup de choses à dire, ce qui est un bel avantage pour pas trop tomber dans le côté répétitif et toujours renvoyer les mêmes emails qui perdraient totalement les gens, leur valeur, et puis aussi ceux qui seraient en train de les lire. Il y a un moment, si on est trop redondant, ça n'intéresse plus et on finit à la corbeille. Ouais. En spam même, parce que aussi. Les gens ont tendance à dire ça c'est un spammeur, je veux plus le recevoir. C'est vrai. Et quand on alors ça il faut faire très attention, j'en profite, je fais une petite aparté. Quand on envoie des emails pas intéressants et du coup qu'on se fait classer comme spammeur par un client, Google, par exemple Gmail, le note. Ce qui fait que on peut se retrouver à être tout le temps en spam les fois suivantes. Si on a plusieurs utilisateurs Gmail qui nous classifient comme spammeurs, on devient une email officiellement de spam. C'est ça. Donc voilà, faut faire attention. Faites moins d'emailing, quitte à en faire moins, mais racontez des choses intéressantes à vos clients. Est-ce que toi, tu fais est-ce que tu vas faire des emailing à chaque base de données de chaque lieu, on va dire, par exemple, voire même un emailing siège parce que j'imagine qu'il y a peut-être parfois des clients qui vous contactent au niveau du siège parce que plusieurs destinations peuvent éventuellement leur convenir, peu importe. Mais est-ce que tu vas aller avoir une granularité encore plus fine que ça? Est-ce que sur une base de données de Lyon, tu vas différencier tous les clients qui étaient venus pour un after work, pour leur vendre la journée, et inversement? Est-ce que tu structures de façon très très fine ta base de données ou ce serait très compliqué? Alors ça, pour être honnête, c'est pas moi qui m'en occupe directement. Moi, je vais rédiger le contenu de l'emailing, mais ensuite c'est Julien, qui est notre directeur commercial, qui lui s'occupe de toute cette base de données, à qui envoyer quoi. Mais effectivement, il a différentes bases de données selon les lieux, selon s'il s'agit de prospects ou de clients, donc des personnes qui ne sont pas encore venues ou qui sont déjà venues. Et ensuite, selon la base à laquelle il a envie de s'adresser, on va travailler le message ensemble. Ok. Mais effectivement, il y a certaines distinctions qui sont faites, mais je pourrais pas rentrer dans les détails. Ok, ça marche. Mais vous le faites? Oui. Enfin, c'était ma question. Ok. Est-ce que tu vas parce que la création de contenu, ça peut être très un travail assez volumineux. Oui. Ça demande beaucoup de choses. Il y a toute la rédaction, il y a toute la partie visuelle, et donc il y a la partie diffusion. Donc ça peut être quand même assez important. Est-ce que tu utilises un contenu pour différentes diffusions? Est-ce que tu vas créer un contenu? Tu vas peut-être revoir 2-3 choses, mais on va dire un sujet pour différentes plateformes. Je vais donner un exemple. Est-ce que j'ai vu que vous commenciez un blog sur le site web? Est-ce que dans l'idée, un article de blog pourrait devenir un post sur les réseaux sociaux et être un encart dans ton emailing? D'accord. Effectivement, oui, ça peut être le cas, parce que généralement, quand je crée un contenu, l'objectif, c'est qu'il soit pertinent dans ce que j'ai envie de raconter. Donc, si je juge qu'il est vraiment pertinent, je vais le décliner sur d'autres supports. Pas de copier-coller, c'est sûr. Mais oui, par exemple, un article de blog,
je vais communiquer dessus forcément sur les réseaux sociaux. Donc je ne vais pas le copier-coller, mais je vais faire un post qui va résumer ce qui se passe dedans avec un lien qui va rediriger sur le blog. Une bande-annonce de l'article. C'est ça. C'est ça. Et après, généralement, j'essaye vraiment de dissocier tout ce que j'écris, le défi, le but et le défi à la fois, c'est de pas utiliser le même contenu. Mais c'est vrai que parfois, oui, ça va un petit peu se croiser parce qu'on parle quand même des mêmes lieux, des mêmes événements. Ok. Non, je te posais cette question parce que pour certains qui n'ont pas la chance d'avoir une Charlotte à bord, ça peut être une petite astuce d'écrire un contenu et de le décliner pour différents supports en revoyant 2-3 points, mais sans avoir à faire un contenu unique pour chaque plateforme, ce qui peut devenir une grosse usine. Oui, c'est vrai. Donc vous voyez, même Charlotte, elle a dit on a le droit, si on le fait bien, on a le droit. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres supports online pour diffuser la marque ou on est sur ces 3? Online, c'est déjà pas mal. Oui, le site, les réseaux sociaux, les emailings, je pense qu'on a le plus gros, en effet. Top. On passe à la suite? C'est parti. Alors, du coup, il y a aussi tout ce qui est support de vente. Oui. Qu'est-ce que tu leur prépares à tes petits collègues? Alors, qui partent en vadrouille. Alors, le tout premier support qui a été créé, bien sûr, c'est les cartes de visite. Oui. Parce que voilà, c'est le premier élément dont ils avaient besoin dès qu'ils partaient à la rencontre des clients pour être contactés en premier lieu. C'est vraiment le b.a.-ba pour moi, c'est le premier support de communication à donner et à créer en tout cas, parce que ça va être le premier lien avec les gens qu'on rencontre. Et suite à ça, il y a eu la création de nos brochures, ce qu'on peut aussi appeler les plaquettes commerciales. Lui, pareil, c'est arrivé très très vite parce que c'est un des rares supports qu'on va remettre en main propre avec le client. Du coup, j'estime que c'est un support vraiment important parce qu'on va le donner plutôt à notre client au moment d'un échange, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance, que le client est intéressé, qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant. Du coup, les brochures, on en a très vite eu besoin une fois que le site a été publié et qu'on a commencé à communiquer officiellement sur notre lieu. Donc, les brochures, pour rentrer un petit peu dans le détail, on en a fait 4, donc une par lieu. Lyon, Paris, Méribel, Saint-Tropez, qui ont toutes la même, qui sont parties de la même maquette, qui ont le même design. On les a créées de la même façon pour rester vraiment en harmonie avec notre charte graphique et pas avoir l'impression d'avoir des marques différentes dans les mains. Ok. Donc dans ces brochures, est-ce que tu veux que je t'en parle un petit peu plus? Oui, je veux bien parce que c'est un gros sujet, les plaquettes. Comme tu l'as dit, pour les lieux événementiels ou les établissements qui vendent de l'événementiel. Généralement, c'est le support de vente qui est demandé par tous les clients. C'est vrai. Donc oui, je veux bien avoir ton avis sur qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Je sais pas sur quoi toi tu travailles, mais il y a peut-être des outils sur lesquels on peut en faire parce que les plaquettes, j'en ai vu beaucoup. Et je trouve alors, ne vous vexez pas, mais vous n'êtes pas tous de grands designers. Et malheureusement, une plaquette pas jolie, ça renvoie pas l'image que vous voulez et surtout, ça ne vend pas. Voilà, donc en gros, oui, ça m'intéresse beaucoup de savoir toi ce que tu mets dedans, sur quoi tu les fais et si c'est trop professionnel, est-ce qu'il y a d'autres outils pour toi qui sont intéressants et d'autres à éviter. Voilà, avoir un peu ton regard sur cet exercice de la plaquette ou de la brochure, comme tu disais. Alors, nos brochures, pareil, on a été accompagnés dans un premier temps par l'agence qui nous a aidés à développer notre identité. Comme effectivement, c'est un outil de communication très fort, surtout dans ce domaine, on voulait vraiment qu'elle soit totalement en cohérence avec l'identité qu'on veut refléter. Donc, dans un premier temps, on a travaillé ça avec eux. Je trouve qu'elle est
elle reflète pas mal aussi la structure de notre site internet, dans le sens où voilà, on a 2 couleurs principales, on a notre bleu et le blanc. C'est un contenu très minimaliste, on n'en dit pas trop, on n'en montre pas trop, mais on essaye quand même d'attiser la curiosité du client sans non plus lui faire une fiche technique de nos lieux, parce que c'est pas dans notre identité justement, on veut avoir ce côté haut de gamme. Ok. Ces plaquettes, nous, on les travaille sur la suite Adobe avec le logiciel InDesign, qui permet de faire de la mise en page. Vous êtes sur un niveau élevé, parce que c'est ça. Enfin bref. Ok. Bah voilà, c'est les outils. Alors, c'est juste, chers auditeurs, on n'est pas obligé de maîtriser InDesign pour faire une belle plaquette. Pas du tout. Ça c'est la version pro. C'est ce que vont faire les agences, les personnes comme Charlotte dont c'est le métier centré, mais pour ceux dont ce n'est pas le cœur de métier, il y a d'autres outils. Vous inquiétez pas, on va en parler. Ok, donc InDesign. Et ensuite, au niveau du contenu, comme je te disais, on a voulu être minimaliste, donc on a misé sur un choix de photos très sélectif pour que ce soit les photos les plus immersives possibles, celles qui donnent le plus, on projette le mieux à travers ces photos-là, quoi. Le but, c'était que tout de suite, le client, il ouvre notre brochure, il comprenne tout de suite où est-ce qu'on l'embarque, à quoi ressemble l'intérieur de notre chalet, à quoi ressemble la villa à Saint-Tropez. Tout de suite que l'expérience se dégage et qu'ils se disent waouh. Et du coup, on a fait il y a quand même un petit peu de texte, mais qui vont vraiment essayer de résumer de manière assez concise, mais toujours en laissant ce petit aspect de rêve, quoi, ce qu'on peut vivre comme expérience si on va dans l'un de ces lieux. Puis on a fait le choix de faire une mosaïque de photos pour pouvoir montrer les lieux sous leurs différentes coutures. Ok. Et afin de rentrer quand même un petit peu dans le détail et que le client puisse se projeter, c'est bien de donner certaines informations comme effectivement la surface, le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Ça, on a quand même tenu à le mettre en avant pour qu'on se dise pas juste ah oui. Quelques services peut-être aussi proposés. Voilà. C'est ça. Nous, ce qu'on met en avant, c'est que dans les lieux collections, il y a des majordomes qui sont sur place parce que c'est quand même ça fait partie. Oui, ouais, c'est une grosse partie de notre service, donc c'est important que le client le sache tout de suite et puis ça donne le ton aussi de l'endroit dans lequel il peut se projeter. Et ensuite, est-ce que sur ces plaquettes, il y a des notions de prix ou ça va être un autre temps via un devis, une proposition commerciale à part? Ouais, effectivement, il n'y a pas le prix sur nos brochures pour aucun des cas de lieux. Moi, je suis en accord avec ça, hein, Charlotte. Je cherche pas de coincer parce que on ne peut pas faire de belles plaquettes en faisant une plaquette dédiée à chaque client. Techniquement, c'est quand même très compliqué, à moins que vous ayez un designer à temps plein avec vous. Oui. Ce qui, je pense, ça fait quand même cher la plaquette. Va falloir transformer beaucoup de demandes. Mais voilà, j'ai beaucoup de lieux qui vont faire des plaquettes sur PowerPoint avec des modèles design pas très modernes, qui sont très datés, parce qu'ils veulent absolument mettre une proposition tarifaire à la fin. Alors que je pense qu'en termes d'expérience client, les clients ne vont pas s'arrêter là-dessus. Ils vont pas se dire waouh, j'ai une plaquette et j'ai un prix à l'intérieur. Ce que le client va retenir, c'est qu'il a une plaquette qui ressemble à un design des années 90 sur PowerPoint. Ça, il va s'en souvenir. C'est gentiment dit. Et donc, ce qu'a fait Charlotte et ce qu'ont fait Canva de se faire accompagner pour avoir des très belles plaquettes qui sont un document de vente fixe, du coup, qu'ils peuvent envoyer en un clic. Le client l'a dans sa boîte mail, ça va très vite, c'est pro, c'est joli, ça vend, les textes ont été réfléchis, tout est pensé. C'est un vrai document de vente puissant. Et en parallèle d'envoyer une proposition tarifaire, c'est beaucoup plus efficace en termes de stratégie commerciale et d'image de marque, parce qu'ils vont se souvenir qu'ils ont reçu un très très beau document, très bien expliqué et très, comment je pourrais dire, qui donne envie, oui, c'est très ça. attractif.
quand ils ont pris connaissance avec vous. Donc moi, je souligne, j'en profite que vous fassiez comme ça, sachant que vous êtes une marque jeune et que vous faites une belle entrée sur le marché. Voilà, peut-être que certains peuvent se poser des questions. Si vous réussissez bien comme ça, a priori, la plaquette de vie, c'est pas indispensable. Peut-être. Ok, top. Est-ce qu'il y a donc carte de visite, plaquette, brochure, ça c'est bon, on avait fait. Ouais. Vous leur avez donné. Ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres choses dont ils ont eu besoin absolument? Oui, lorsqu'on a participé à notre premier salon, qui était le salon du séminaire à Lyon, on a eu le besoin d'avoir des kakémonos. Donc des kakémonos, c'est comme des grandes toiles qui font office de panneaux, qui vont entourer notre stand pour nous voir de loin. Donc ça, effectivement, c'était de loin, Charlotte. Ça a marché visiblement. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué là, à ce moment-là, que c'était un outil vraiment puissant s'il était bien élaboré. Et c'est là où j'ai remarqué que le choix des visuels et des mots était vraiment impactant. Parce que nous, on a fait le choix de faire 2 kakémonos. Donc, il y en avait d'abord un avec seulement des grosses photos très immersives de chacun de nos lieux pour qu'on puisse tout de suite voir de la mer, de la montagne, de la ville et cibler qu'il y avait différents lieux. Et on en a fait un focus sur Lyon, vu que c'est vraiment deux lieux qu'on va distinguer. Et le fait d'avoir écrit qu'on était un nouvel espace événementiel lyonnais, ça a attiré énormément de visiteurs de voir ce mot nouveau. Et c'est vrai que ça a été une phrase d'accroche pour beaucoup qui sont venus en nous disant j'ai lu que vous étiez nouveau, alors vous êtes qui, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites? Et ça a vraiment eu tout son impact. C'est marrant. Ouais, c'était vraiment intéressant à observer en tout cas. Bien joué. Voilà. Bonne pioche. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un outil qui va surtout servir dans les salons. Hein. C'est vrai qu'on se balade pas avec généralement, mais c'est vraiment important de bien le réfléchir parce que ça peut arriver qu'on l'utilise alors en fonction de comment vous allez évoluer. Mais si par exemple vous avez un moment un siège dans lequel vous accueillez des prospects, le kakémono peut être utilisé dans les bureaux. Des équipes commerciales qui reçoivent tout à fait. des prospects et du public. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un élément de décor dans des bureaux dans lesquels parfois on fait pas tout le branding. Oui, c'est vrai. On n'a pas encore de la moquette bleue et du papier peint bleu. Pas encore. Est-ce que maintenant parce que là j'imagine qu'après un an il y a beaucoup de choses qui sont en place pour toi. C'est quoi tes défis maintenant? Tes défis ou les sujets sur lesquels tu vas te concentrer? Ça va être de réussir à toujours trouver pas une nouvelle façon de communiquer, mais de rester attractif dès qu'on va s'adresser aux autres sur tous nos supports de communication. Ne pas perdre un petit la communauté qu'on arrive à faire grandir chaque jour. Et justement, ça c'est un premier défi aussi, c'est d'agrandir notre communauté, pas que sur les réseaux sociaux, même notre communauté de clients. Et ça, évidemment, ça passe beaucoup par les outils. Donc ça, c'est quand même le gros challenge, savoir se renouveler, trouver des nouvelles manières de communiquer, des nouveaux formats. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup développer, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire depuis ces 1 an où il s'est passé énormément de choses, ce serait de créer des vidéos de nos lieux, des vidéos, on n'a pas encore ça, qui font vraiment la visite de la villa, la visite du chalet, pour vraiment pousser l'expérience de projection du client jusqu'au bout. Ça, on aimerait beaucoup, beaucoup travailler dessus, parce qu'on pense que c'est indispensable. Et envoyer des vidéos aux prospects, aux clients, c'est quand même très, très intéressant. Ouais. Non, voilà. La vidéo, c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup revenu pendant notre discussion. Tu parles beaucoup d'immersion. Oui. Bon. La vidéo, clairement, c'est un outil immersif assez incroyable. Et c'est vrai que c'est un format qu'on consomme tous dans nos vies personnelles énormément et qui devient... quand on voit que certains réseaux sociaux ne sont basés que sur du format vidéo,
c'est le format d'aujourd'hui. C'est ça. Je comprends. Ok, donc la vidéo, mais du coup, des grandes vidéos de visite des lieux, mais est-ce que du coup, si vous arrivez à trouver le temps de vous lancer sur la vidéo, tu ferais aussi des formats plus courts, plus réguliers, ou pour l'instant, ce serait déjà juste d'avoir Alors l'idéal, ce serait d'avoir les deux. Je pense que les deux peuvent être faits en parallèle quand on se lancera dessus. Mais oui, j'aimerais bien que ce format se développe plus, toujours dans l'idée de format plus court, de mettre notre équipe en avant. J'aimerais bien qu'il y ait encore qu'on voit vraiment l'humain, parce que ça aussi, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc que ce soit aussi bien pendant les événements de nos clients que de la vie d'entreprise, la journée type du commercial, la journée type, enfin voilà. Essayer de faire vivre toujours plus Canva sur Internet déjà dans un premier temps, parce que c'est là qu'on arrive à s'adresser à une cible très très large très rapidement. Et d'ailleurs, est-ce que tu sens les actions de ta communication dans le sens où votre trafic arrive à 100% via vos supports en direct, en ligne? Parce que généralement, c'est comme ça qu'on le mesure, c'est que si les demandes arrivent via ton site internet, tes réseaux sociaux, c'est que la communication fait son travail d'attirer du client. Ouais. Oui, non. T'as raison. C'est vrai qu'à travers le site, on a quand même beaucoup de demandes entrantes, et les réseaux sociaux aussi. Ou en tout cas, on va pas nous contacter via les réseaux sociaux, mais comme on communique sur le site, voilà, les gens via nos réseaux sociaux vont se rendre sur le site et vont rentrer en contact avec nous. Donc oui, ça marche beaucoup. Et tu sais si c'est la majorité de vos demandes? Est-ce que majoritairement vos demandes arrivent via votre site? Bonne question. J'ai pas tous les chiffres en tête. Non, je sais que c'est pas ta partie. C'est juste, je viens de penser à ça parce que on parlait. Ouais, non, ça a une part relativement importante. Et puis c'est vrai que notre petit binôme de commerciaux, Marie et Julien, communiquent beaucoup via le site internet. C'est vrai que dès qu'on va envoyer des campagnes de mailing, dès qu'ils vont rencontrer des clients, même lorsqu'il y a des visites de prospects dans nos lieux, il arrive qu'ils soient aussi équipés d'une tablette pour montrer en direct notre site internet. Voilà, si vous voulez retrouver cette salle, elle est sur notre site. Vous avez différentes photos, vous retrouverez toutes les caractéristiques dont vous aurez besoin. Donc oui, le site, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée de la majorité de nos clients. Ouais, je pense aussi. Hein. Je travaille pas avec vous, mais vu comme il est développé, à mon avis, tout est fait pour rediriger vers celui-ci. Et en plus, vous avez beaucoup développé la réservation de façon un peu, comment je pourrais dire, précise sur votre site. Donc si vous avez investi là-dessus, c'est que il faut que ça passe par là. Exactement. Puis il y a le fait aussi du positionnement et de l'importance des mots-clés, comme je te disais, qui commence à nous faire, parce que c'est un travail vraiment de fourmi, ça prend beaucoup de temps d'apparaître, d'être bien positionné sur Google, mais ça commence quand même à marcher. Donc voilà, on arrive via Google, via les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a aussi du bouche à oreille, il y a déjà un petit peu de réseau, enfin voilà. Mais Internet a toute son importance, vraiment. Ok. Donc la vidéo, est-ce que le blog, c'est quelque chose qui va continuer à se développer, ou d'autres formats Le blog, oui, bien sûr, ça fait partie aussi de ma liste, de ma petite to-do. C'est vrai qu'il se développe doucement mais sûrement, parce qu'on est encore en train de travailler sur l'optimisation des mots-clés. J'ai envie de faire des articles qui vont nous aider à nous positionner, mais qui ne soient pas trop que ça ne se ressente pas non plus, quoi. Le but, c'est que le client, s'il tape sur internet, là, un des derniers articles, c'était comment organiser son événement pendant le Covid. Bon, maintenant, c'est un petit peu moins d'actualité, mais le but, c'est qu'on arrive à faire partie des résultats quand un utilisateur va taper cette réponse et lui apporter les réponses à ses questions, tout en lui faisant vivre, encore une fois, une expérience et pas juste se contenter de lister des mots-clés, des tâches. Ouais.
En gros, si je dois traduire ce que dit Charlotte, c'est que votre blog, c'est un outil très intéressant de référencement. On pourra aussi faire un épisode sur le référencement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le référencement naturel, en tout cas, déjà, le b.a.-ba. Mais donc, le blog, c'est un outil très intéressant pour ça. Dedans, on va donc, dans ces articles, on va essayer d'utiliser des mots-clés sur lesquels on veut être performant. Et du coup, il faut malgré tout penser aussi que oui, il y a la performance de l'article, mais il y a aussi quelle valeur j'apporte à mes aux articles, à ce qu'on raconte. Ouais. À mes lecteurs. Quand mon lecteur va venir lire, est-ce que je lui donne des informations intéressantes? Est-ce qu'il apprend des choses avec moi? Est-ce qu'il ressort de cet article avec quelque chose d'intéressant? Donc, c'est là où je parle de valeur. Oui, voilà. Voilà, il y a double entrée sur le blog. C'est ça. Le but, c'est pas seulement, je me suis peut-être mal exprimée, mais on fait pas des articles de blog pour apparaître sur Google. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de la valeur ajoutée que ça va apporter, cette valeur ajoutée puisse être accessible aux personnes qui cherchent aussi l'information. C'est ça, les deux se combinent, comme tu l'expliquais. Parfait. Si on veut vous suivre, alors, comment vous vous appelez sur les réseaux sociaux? Donc, ça va être votre nom, K-N-A-V-A, Canva. K-N-V-A, en 4 lettres. Pardon, K-N-V-A. Qu'est-ce que j'ai dit? K-N-A-V-A. T'as rajouté un A. Ouh là là. Pardon, K-N-V-A. Ouais. C'est ça. Sur LinkedIn, c'est juste K-N-V-A. Ok. Et sur Instagram, c'est Canva Collection. Ok. Et votre site internet, c'est canva.fr. Ok, super. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qui est fait parce que c'est très inspirant. Est-ce que toi, tu t'inspires de médias, de personnalités, de marques pour justement, tu disais, j'ai ce défi de toujours me renouveler, trouver des nouveaux axes de communication. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont inspirantes? Oui, bien sûr. Moi, j'essaye de me tenir à une veille assez quotidienne sur les réseaux sociaux dans un premier temps et sur les sites aussi, mais avoir cette habitude, cette curiosité de suivre l'actualité à la fois des acteurs de notre même secteur, donc de l'événementiel, mais aussi de marques tout autres, simplement pour voir ce qui se fait, quel format marche bien, la vidéo, quand c'est court, quand c'est long, est-ce qu'il y a de l'illustration, est-ce que c'est des photos, est-ce qu'on met les collaborateurs en avant, est-ce qu'on met les produits en avant, voir si les marques, le ton, comme on disait tout à l'heure, le ton vont employer les marques, s'il y en a qui vont être sur le ton de l'humour, s'il y en a qui vont être sur le ton du luxe. Enfin voilà, c'est vraiment avoir une idée globale de la manière de communiquer de toutes les entreprises. Et ça, oui, je le regarde beaucoup parce que on en apprend tous les jours, même sur un petit peu d'actualité, sur des nouvelles tendances. On voit ce qui marche pas. Donc, je me concentre beaucoup sur LinkedIn et Instagram parce que c'est un petit peu le point d'ancrage de beaucoup de marques en fait. Ouais. Est-ce que t'as des marques en particulier que tu aimes bien, du secteur ou pas, hein, parce qu'il y en a vraiment, même quand tu étais étudiante ou quoi, que tu disais, ah là là, c'est chouette ce qu'ils font. Ouais, oui, alors dans notre secteur, on va suivre pas mal de marques qui sont sur Lyon, qui font la même chose que nous, notamment Ma Pièce. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont une très belle communication. Ils ont une identité très marquée. Bon, ils ont beaucoup plus d'ancienneté que nous aussi, mais j'aime beaucoup. Ensuite, dans notre milieu, je regarde ce que fait Château Forme, les collectionneurs, Séminaire Collection, voilà, tous ces grands groupes qui vont comme nous vendre, mettre en location plutôt différents espaces. Et puis je vais m'intéresser à ceux qui sont plus haut de gamme et qui vont plus se rapprocher de ce que nous on propose à Méribel, Lyon, Saint-Tropez. Ça va être des chaînes d'hôtels. On va avoir Aman. Les Érelles, il y a des hôtels à Saint-Tropez comme le Loupinet, des hôtels à Méribel comme le Coucou. Donc voilà, là ils ont une communication vraiment différente parce que c'est un travail beaucoup plus poussé sur l'image
en tout cas de ce que j'en perçois, il y a une grosse recherche de photos, de vidéos. Je me demande si certains n'ont pas des photographes qui sont dédiés à ça. Ouais, voilà, parce qu'il y a une grosse diversité de contenus. Donc voilà, ça c'est des marques qui vont vraiment nous inspirer parce que c'est beau, que ça marche bien, on se projette. Même moi, sans être cliente de ces marques, je me dis waouh, quand même, je les suis aussi parce que c'est beau, que ça donne envie et que c'est très agréable. Super, bah écoute, merci. Tes petits comptes inspirants, vous pouvez les suivre aussi, hein, si ça inspire Charlotte, il y a des chances que ça vous inspire. Si on veut te joindre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Sur LinkedIn, je suis très active et on mettra le lien alors. C'est ça, et puis ça peut également être sur mon mail professionnel puisque j'ai ma messagerie ouverte toute la journée sous les yeux. Tu nous l'as dit, ton adresse mail? Oui, alors c'est charlotte@canva.fr. Magnifique. Merci beaucoup Charlotte d'être venue sur Evencheck. Merci à toi, c'était une très chouette expérience. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.